Bonjour, bienvenue dans J'ai un problème, le podcast indispensable quand on a tout essayé et qu'on veut avancer. Je suis Rebecca Ricci, coach professionnel spécialisé en souffrance au travail et je vous raconte ici les histoires d'Emmanuelle Piquet, thérapeute, fondatrice des centres à 180 degrés chagrin scolaire. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Rebecca. Alors Emmanuelle, aujourd'hui on va aller sur une histoire qui s'écrit autour d'une jeune femme, d'ailleurs pas une adolescente, et les auditeurs ont dû écouter cette histoire qui s'appelle «J'ai un film porno dans la tête». Mais dans le fond, je trouvais que elle concernait aussi bien les jeunes que les moins jeunes, que tout le monde. Cette façon qu'on peut avoir parfois d'être dans des pensées obsessionnelles, quel que soit notre âge. Est-ce que tu te rappelles quand tu as reçu cette jeune fille? Je me rappelle très bien parce que ce qui m'a beaucoup frappée, heu, quand j'ai ouvert la porte de ma salle d'attente, en dehors du fait, qu'elle avait l'air vraiment extrêmement, submergée, c'est qu'elle avait une grosse bosse sur la tête, ce qui est quand même assez Mmh, rare, et je me suis vraiment demandé ce qui se passait. J'étais très inquiète dès la première seconde, en fait. d'accord. Alors tu l'accueilles et ce qui m'a étonnée quand tu démarres avec elle, c'est que tu commences par lui dire de te parler d'autre chose. Heu, c'est quoi ton intention? Parce que je me disais: «Beh, c'est bizarre, en fait, elle commence par lui faire ce que l'autre essaie de faire, c'est-à-dire chasser ses pensées». Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? À ce moment-là, je crée une alliance en fait, pour en gros lui signifier que, heu, je ne la considère pas que comme étant, une personne qui a des pensées obsessionnelles et aussi, pour, en implicite, indiquer que vraisemblablement il y a un contexte dans lequel se passent ces pensées obsessionnelles. Elles ne sont pas autonomes, elles ne sortent pas de nulle part en fait, d'une certaine façon. OK. Donc en fait, tu vas chercher à contextualiser pour, plus tard aller travailler sur, il se passe quoi, quand, où et c'est quoi votre contexte général, c'est ça? Exactement. Alors assez vite, elle te raconte son monde. Elle te dit: «Je suis très famille, très catholique pratiquante». Comment tu fais toi, pour que ta vision, tes stéréotypes, ne se substituent pas à sa réalité? Comment tu arrives à la rejoindre? Alors je c'est pas le côté catholique ou famille et cetera, mais comme c'est très marqué, là dans cette histoire, comment on fait pour se sortir de nos propres stéréotypes? C'est quoi le truc? Alors l'idée, le principe, tu peux le reposer. Pourquoi c'est important de ne pas être normatif et comment on fait pour s'assurer qu'on ne l'est pas? Alors c'est extrêmement important de, en effet, ne pas être normatif et de ne pas heurter, ce qu'on a appelé, souvent ici la vision du monde de nos patients parce que la vision du monde, c'est l'ensemble des croyances en fait et les croyances, elles sont, ancrées, d'une certaine façon. Nous, ce qu'on pense avec l'école de Palo Alto, c'est que c'est pas en discutant de ces valeurs, qu'on va les modifier. C'est pas en argumentant en fait, de ce point de vue-là, parce que là, je le redis, on risque de partir en escalade symétrique. La seule façon, d'une certaine manière, d'assouplir une croyance, pas de la faire disparaître, mais de l'assouplir ou plus exactement de l'élargir, hem, et bien, c'est, de faire une expérience émotionnelle correctrice. En l'occurrence, ce que je crois, c'est que, je n'ai pas besoin au fond, d'élargir cette vision du monde, dans un premier temps. J'ai vraiment besoin au contraire de la câliner parce que, comme elle me le dit assez vite, c'est une vision du monde, assez critiquée, par l'entourage, globalement. Hein, ils se font traiter de couple de petits vieux, elle dit: «Je suis pas trop à la mode parce que mon idole c'est, mère Teresa» et cetera. Donc moi, c'est important pour créer cette alliance que je sois vraiment absolument pas critique. Donc ça, c'est la raison pour laquelle c'est important. Et moi, je pense qu'on voit qu'on commence à ne pas respecter la vision du monde de son patient quand il commence à argumenter, en fait, hein, à essayer de nous dire que ce que nous disons ne va pas. Donc c'est assez rapide, hein, comme feedback la plupart du temps. D'accord, donc c'est ça en fait le point de vigilance, c'est si quelqu'un commence à m'expliquer pourquoi il fait quelque chose, en essayant de se justifier, je dois imaginer que peut-être j'ai laissé passer l'idée que je désapprouvais, c'est ça? Exactement. Elle finit par te dire qu'elle a fait la chose, que ça n'est pas compatible avec sa foi, mais que finalement le pire, c'est pas ça, c'est Nathan et elle te parle du mensonge et là, en fait, j'étais étonnée, tu lui poses l'alternative stratégique de, le mensonge pour l'harmonie du couple versus la vérité.
Est-ce que tu crois que c'est une petite question c'est une petite question sur le côté, mais il y a quelque chose autour de la vérité dans Palo Alto? Je dirais plutôt qu'il y a quelque chose chez Palo Alto de l'ordre de la congruence, c'est-à-dire, heu de vraiment être, en accord, aligné au fond, avec ce qu'on dit. Ce qui ne veut pas dire que c'est une vérité universelle, mais je pense que dès qu'on commence au fond à être, désaligné, par exemple, en disant, voilà, «Oui, je comprends tout à fait, si j'avais dit le mensonge, c'est vraiment, horrible, c'est affreux», pour justement respecter sa vision du monde, moi j'aurais été désalignée. Donc je ne crois pas que ce soit tellement un sujet, la vérité, chez Palo Alto. En dehors de certains cas, bien entendu, où c'est, hyper important que la vérité soit faite, hein. Et ça veut dire qu'en fait, tu la valides dans son mensonge? En l'occurrence, je l'invalide dans sa vérité, plus exactement. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je lui dis qu'au fond, le fait de absolument vouloir respecter cette valeur vérité, fait que, ben, elle s'est retrouvée dans une situation, absolument épouvantable. OK. C'est comme si tu allais pour le coup, tu parlais des croyances tout à l'heure, c'est comme si tu allais travailler un peu comme un ostéo, justement cet assouplissement de la croyance fondamentale qu'il faut toujours dire la vérité. Exactement. Tout en lui disant: «Voilà, bien entendu qu'il faut le faire le moins possible» et c'est ça quand on parle d'élargissement de la vision du monde, heu, c'est vraiment, heu, c'est vraiment comme ça qu'on fait, en fait, en disant: «Dans la majorité des cas, c'est hyper important de pas mentir et puis parfois, c'est, absolument indispensable de savoir mentir» et c'est ça, en fait, élargir. C'est-à-dire on ne revient pas sur la valeur vérité, on dit simplement que, il y a des moments où, voilà, c'est très problématique et très générateur de souffrance de la respecter. Après, elle te raconte que son amoureux, Nathan, lui intime l'ordre de penser, de ne pas penser aux autres. En réalité, donc, il veut contrôler ses pensées, ses comportements. Et à ce moment-là, je me demandais si ce n'était pas lui qui devait être le patient. D'ailleurs, tu en parles après. Est-ce que toi, à ce moment-là, ça t'effleure? Je me dis que potentiellement, en effet, il y a une souffrance chez Nathan, hein, puisque tu sais que nous, notre seul indicateur, c'est est-ce qu'il y a souffrance ou pas, d'une certaine manière et que notre potentiel de changement va être, évidemment chez les gens qui souffrent, parce que quand on ne souffre pas d'une situation, on n'a aucune raison de changer quoi que ce soit. Je pense qu'il souffre, et on le verra après en effet, mais je pense que en l'occurrence, si on doit faire une hiérarchie, c'est elle qui souffre le plus. Mmh. Et tu pas tenté justement à elle de lui apprendre à se défendre? Parce que, moi, c'est un peu la réaction, personnelle que j'ai eue. Hem, voilà, parce que je me disais, dans le fond, si elle résout ce sujet-là, il sera probablement tenté aussi de vouloir contrôler d'autres choses, non? Alors, comme d'habitude, en fait, le truc, c'est que son objectif à la question: «Qu'est-ce que vous attendez de moi, Camille?» elle ne répond pas: «Aidez-moi à me défendre». Elle répond: «Je veux que ces idées horribles que j'ai dans la tête et qui m'empêchent de vivre s'arrêtent». C'est ça sa demande. Donc, Ouais. c'est à ça qu'il faut que je travaille. Sinon, je suis pas, je la considère pas comme le capitaine du bateau de la thérapie. Et c'est très important, en fait, ce que tu viens de rappeler que j'avais oublié l'espace de cette histoire, c'est que on est là pour répondre à une demande qui a été formulée. Et que donc, une fois que tu l'as rejointe, ce qui est important, c'est que tu aies, effectivement clairement sa demande en tête et non pas, le pilotage de sa vie, effectivement. Mmh. En fait, bon, le truc lui revient, enfin la scène, les scènes lui reviennent, comme un boomerang. Lui, il en parle plus, mais il a planté un arbre dans sa tête, et elle, chaque fois qu'elle croise, alors c'est très troublant, hein, de voir, un enfant, un vieillard et cetera. Pourquoi d'après toi cette image se colle dans sa tête? Il se passe quoi même autour de Palo Alto avec le fait qu'à un moment on ait une pensée comme ça qui soit devenue aussi obsédante juste sur la base d'une injonction? Mais parce que cette injonction, est le début d'un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'il l'enjoint, à ne plus, penser évidemment à son ex avec, lequel elle a eu, cette, activité sexuelle. Et plus globalement, il l'enjoint, même si c'est implicite, voilà, de ne penser qu'à lui, heu, en ces termes en tout cas, d'un point de vue sexuel. Et
cette injonction, elle se l'approprie et ta métaphore est magnifique, il crée un arbre dans sa tête. Donc cette injonction, elle se l'approprie, et donc elle se dit: «Il ne faut pas, absolument pas, que je pense à aucun autre garçon, que Nathan». Or, on l'a déjà dit ici, quand on dit à quelqu'un, «Ne pense pas à un éléphant rose», Mmh. il le voit immédiatement surgir et donc comme en effet cette première tentative, voilà, consigne en fait, hein, la consigne de départ, ne pense à personne d'autre, génère une résurgence de la pensée qu'elle chasse à nouveau, qui crée une résurgence supplémentaire et cette résurgence, parce qu'elle est, contrôlée à l'intérieur d'elle, à l'intérieur de Camille, cette résurgence va devenir de plus en plus, forte et surtout va se dilater d'une certaine manière. C'est-à-dire que, à un moment donné, ça va être en effet des hommes de tous âges, ça pourra être quelqu'un de sa famille. Enfin, c'est absolument terrifiant. C'est-à-dire que cette jeune fille, et c'est pour ça qu'elle a cette grosse bosse sur la tête, ne peut plus marcher autrement que les yeux rivés au sol pour éviter de déclencher cette fameuse, pensée pornographique qui, en plus, est tellement contre ses valeurs, à la fois de fidélité, à la fois, comme on le disait, d'authenticité et à la fois aussi voilà, comment dire? Religieuse? Oui, de regard un peu négatif sur la sexualité globalement. Enfin, je veux dire, avoir des pensées sexuelles, c'est quelque chose qui heurte ses valeurs, qui heurte, la jeune fille pure, qu'elle aimerait être de son point de vue et donc ça augmente d'une certaine manière, le combat contre ces pensées et donc ça en augmente la résurgence. Mmh. Et qu'est-ce que tu fais quand, tu sais, tu égrènes à un moment, tu dis: «Alors OK, c'est dans la rue, dans le bus et cetera», donc tu recontextualises, encore, mais tu fais quoi? Tu la rejoins. J'essaye vraiment d'obtenir ce qu'on appelle en thérapie brève des séquences, hein, qui sont vraiment le trésor, les pépites qu'on doit aller chercher dans une séance, quelles que soient les séances d'ailleurs. C'est vraiment d'aller chercher où ça se passe, comment ça se passe et un peu comme si j'étais non seulement une caméra, extérieure, mais aussi une caméra à l'intérieur, de sa tête puisque là, c'est une, problématique très cérébrale, hein, qui génère évidemment des émotions absolument horribles. Mais le schéma interactionnel, c'est-à-dire, l'endroit où ça se situe, où les tentatives de régulation sont mises en place, c'est très cérébral. Mmh. Et est-ce que tu crois que le fait de, raconter les séquences comme ça en thérapie, ça permet aussi au patient de prendre conscience de ce que tu vas essayer de lui faire faire comme mouvement stratégique? C'est-à-dire: «OK, c'est partout. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas», le fait d'arrêter et cetera. Est-ce que ça participe de ça? C'est exactement ça, hein. Les séquences ont pour but premier opérationnel quand on en obtient et c'est pas toujours facile, mais là, en l'occurrence, avec les obsessionnels, c'est assez facile. 1er avantage, c'est, évidemment de, bien comprendre quelles sont les tentatives de régulation et Mmh. puis, comme tu le dis très bien, 2e objectif, immédiatement et chaque fois que c'est possible et on doit être comme un guépard aux aguets, sur ce genre de choses, dès que c'est possible, de pouvoir recadrer en disant: «Et donc, quand tu essayes de pas y penser, est-ce que ça fonctionne? Non? D'accord». Mmh. Donc là, on est déjà en train de dire: «Tu es en train de voir, en fait, Camille, ce qui ne fonctionne pas». Est-ce qu'il y a un cercle vicieux quand elle dit que, du coup, elle est de plus en plus enfermée? C'est un autre cercle vicieux, non, qui est à l'œuvre? C'est le même cercle vicieux, mais qui a d'une certaine manière, des impacts, symptomatiques ou comportementaux. C'est-à-dire que, à partir du moment où en effet, elle ne veut pas penser à tout ça, elle est obligée de s'enfermer encore plus. Elle est obligée de se couper du monde d'une certaine manière et c'est pour ça qu'elle se sent de plus en plus enfermée. Mais c'est bien lié au premier cercle vicieux de l'évitement de la pensée. Mmh. Et alors c'est marrant parce que je me suis imaginée, en Emmanuel Piquet. Je me suis imaginée la recevoir, et je me disais: «Bon, que si je l'avais entendue, je me serais dit: "OK, c'est pas la question de son désir, le sujet"», et je me serais, sentie très démunie finalement par rapport à ce genre de demande, avec une tentation de la raisonner, un peu bêtement. Comment toi tu penses ta stratégie à ce moment-là? Est-ce que, par exemple, il y a un gros ensemble qui est pensée obsédante et après le reste que presque c'est accessoire, en fait, c'est simplement la mécanique de la pensée obsédante? Alors, je ne me sers pas du tout d'étiquettes globalisantes comme ça, parce que je trouve que ça peut être très trompeur, en fait, moi, vraiment, mon obsession, ça va aller v d'aller voir le mécanisme exact au moment où la souffrance surgit.
En fait, c'est ça, moi, mon obsession en permanence. Donc ça veut dire que déjà, il faut aller comprendre quand apparaît la souffrance, le plus possible. Et ensuite, il faut, en effet comprendre quel est le mécanisme des tentatives de régulation qui, au lieu d'apaiser cette souffrance comme elle l'espère, l'amplifie. J'ai que ça, en fait, moi, comme, idée en tête. Je me pose pas la question de savoir si c'est, obsessionnel, si c'est phobique, si c'est, dépressif, si c'est, voilà. Vraiment, je fais un travail d'horlogère, quoi, un peu, d'une certaine manière. Mais alors du coup, si je te suis, donc toi effectivement tu fais pas, mais toi tu es excessivement expérimentée et talentueuse. Je me mets dans la configuration de quelqu'un qui aurait moins de maturité professionnelle, et de pratique d'ailleurs du modèle de Palo Alto. Mais si j'écoute ce que tu dis, ce qui me vient, que je trouve un peu compliqué à comprendre, c'est que si tu vas regarder, ce qu'il a fait souffrir, c'est de croiser le regard d'homme et d'avoir des pensées, enfin homme, garçon, peu importe, et d'avoir des pensées obsessionnelles. Et donc du coup, on pourrait penser que le 180°, c'est de lui dire, «Regardez chaque homme que vous croisez, dans le blanc des yeux». Oui, sauf que là, tu fais pas un 180° par rapport à sa tentative de régulation. Sa tentative de régulation, c'est de chasser les pensées, en fait. Mmh. Et donc, pour ce faire, en effet, elle essaie d'éviter de les déclencher, on est Mmh. d'accord? Mais ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'elle fait avec ce qui, vraiment, matériellement, la fait souffrir. Et ce qui la fait souffrir de façon très incarnée, c'est la pensée dans sa tête. C'est pas le Oui, fait de croiser le regard. c'est très clair. En fait, c'est pas, l'élément déclencheur que tu vas travailler avec le 180°, c'est bien les tentatives de régulation, que tu vas couper. Et notamment l'intention, parce que cette question est tout à fait passionnante. Et notamment l'intention, c'est-à-dire que elle évite le regard des autres, des hommes, elle évite de croiser le regard des hommes pour que les pensées n'arrivent pas. Et quand les pensées arrivent, elle les chasse. Et tout ça fait partie d'un thème global, une intention globale qui est faire disparaître les pensées. Et c'est sur cette intention globale qui est au fond, d'une certaine manière, poursuivie grâce à des modalités très différentes. C'est sur cette intention-là qu'il va falloir qu'on opère un virage, pardon, à 180°. C'est pour ça, je comprends mieux pourquoi je me suis sentie démunie, parce que quand je t'entends, je trouve que finalement c'est, infiniment subtil, ce qu'il faut aller travailler dans ce cas-là, et qu'il y a un écueil, possible à aller travailler à l'endroit du comportement, et pas de la pensée obsédante. Et pas de l'intention globale qui est la sienne au moment où elle fait ça. En effet, elle aurait pu à un moment donné me dire: «Voilà, du coup, je ne sors plus du tout de chez moi, je reste enfermée», voilà, et ça aurait été en effet une tentative de régulation. Mais le thème des tentatives de régulation, c'est-à-dire l'intention dans laquelle s'inscrit cette tentative de régulation, c'est de chasser les pensées. Ce qui veut dire que pour être sûr qu'on est dans le bon thème de tentative de régulation, en fait, ce qu'on va questionner, c'est exactement ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle sert de plus grand quand elle se comporte de telle façon? Oui, absolument. Quelle est son intention? Quel est OK. le combat qu'elle mène? Ça, c'est quelque chose de très intéressant, je trouve, avec l'école de Palo Alto qu'on a formalisé il y a pas longtemps et c'est pas moi, c'est une de nos thérapeutes, qui l'a formalisé, qui dit au fond, très souvent, la question, fondamentale qui doit, sous-tendre au fond toutes nos consultations, toutes nos séances, c'est: quel est le combat de cette personne? Ouais, je trouve que c'est une bonne façon de se rappeler, plus facilement, en fait, ou de vérifier plus facilement qu'on est, pas à côté. Et même pour soi d'ailleurs en auto, interrogation quand, on voit qu'on est embarrassé par quelque chose, je trouve qu'elle a du sens cette question. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la honte? Hem, Est-ce qu'il y a un regard spécifique? Parce que c'est aussi quelque chose qui la submerge, la honte. Heu, voilà, comment elle se prend en fait? Elle se prend comme une émotion? Elle se prend comme un sentiment? Elle se prend comme quoi? Elle se prend comme une émotion, bien entendu, mais ça n'est pas, je dirais, l'émotion forcément fondamentale. Je pense qu'elle, elle a une forme de honte et de culpabilité, ça c'est sûr, mais c'est plus lié à la transgression de ses valeurs que génère l'arrivée de ses pensées, et elle a aussi, je pense, peur vraiment de devenir folle, hein. Mmh. Parce que souvent, lorsque les gens sont pris dans ce genre de combat atroce à l'intérieur de leur cerveau, ils ont vraiment l'impression, qu'ils ne contrôlent plus leur cerveau, et ça, c'est très inquiétant, en fait. Ah. Oui, c'est angoissant pour soi. Absolument.
Après tu zoomes, sur sa dernière scène là avec le petit garçon, et en fait, est-ce que je me trompe si je dis que en réalité tu es en train d'observer son comportement à elle, pas du tout les images? D'ailleurs vous en parlez très peu finalement des images. Vous êtes vraiment sur, ce qu'elle fait elle. Donc tu observes son comportement. Elle te dit que au début, penser à Nathan, quand elle te parle de ses tentatives de régulation, ça l'a aidé un temps, mais plus maintenant. Si on se projette après une thérapie, de avec Palo Alto qui est terminée, quelque chose qui a marché et qui ne marche plus, c'est quoi le regard un peu global que tu as de clinicienne sur, les récidives? Est-ce qu'il y a beaucoup de récidives sur des choses qui viennent être alors je suis désolée d'être très généralisante, mais je suis sûre que en fait, tu as un regard sur quelqu'un qui vient pour un comportement, inapproprié. Est-ce que ça revient? Est-ce que ça revient pas? Je sais pas, est-ce que tu as des stats ou des choses autour de ça? Alors, le fait de penser à Nathan et qui a fonctionné un moment puis plus du tout derrière, ça s'appelle une tentative de régulation, qui fait exactement partie de la même classe que, le fait, d'éviter le regard des hommes et cetera et qui, je le redis, s'inscrit dans une intention globale qui est de chasser les pensées et donc ce qui est extrêmement important à la fin d'une thérapie, palo-altienne, c'est de faire ce qu'on appelle une consolidation qui est La rechute? alors, i dans la consolidation, il y a en effet la prescription de la rechute, mais surtout, je dirais, il y a un passage, de l'expérience émotionnelle qu'ils ont faite, grâce à la tâche, et qui donc les engage d'une certaine manière à continuer à faire ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. Mais là où tu as parfaitement raison, c'est que si tout à coup il y a un nouvel incident qui apparaît et qu'on n'a pas consolidé ça au niveau cérébral, au niveau, neuro, le risque est grand qu'en effet, il y ait une rechute. Et donc la question absolument fondamentale qu'on pose pardon, en fin de thérapie, c'est si Camille, tu voulais, pour une raison absolument délirante, si tu voulais te retrouver dans la même situation que lorsque tu es venue la première fois me voir, qu'est-ce que tu devrais mettre en place? Mmh. C'est une question très bizarre à laquelle ils n'ont pas tellement envie de répondre souvent. Ils nous regardent d'un air un peu étonné parce que ils sont tellement soulagés au fond, surtout pour les personnes qui sont dans ce genre de situation, très très submergente comme ça cérébralement. Ils ont pas tellement envie de s'y replonger, mais en fait, nous, ce qu'on veut leur faire dire, c'est: «Je recommencerai mes tentatives de régulation, si je voulais me retrouver dans la même situation». Mmh. On leur fait faire un peu le chemin, en arrière quoi, d'une certaine manière. Et tant qu'ils n'ont pas répondu à cette question, ça veut dire qu'ils sont pas passés de l'expérience, émotionnelle correctrice, à un apprentissage, au niveau, neurologique, en fait, d'une certaine manière. Et pour moi, la thérapie n'est terminée que lorsque elle a été consolidée de cette façon-là, en fait, et qu'ils repartent, en fait, en disant: «Voilà, il est vraisemblable qu'il va y avoir, des rechutes et vous savez ce qu'il faudra faire pour que la rechute devienne encore plus problématique parce que, on vient de le dire, en fait». Est-ce que tu observes du coup, ou ce que oui avec tes thérapeutes et dans ton cabinet, est-ce qu'il y a beaucoup de rechutes ou de récidives? Là encore, c'est globalisant, mais d'une façon générale, est-ce que tu crois que quand tu fais la consolidation, vraiment, c'est ce qui empêche que les choses se reproduisent? Oui, je pense vraiment que ça empêche. Parfois, il faut transversaliser aussi, en plus de consolider. C'est-à-dire qu'il faut dire donc ce qu'on vient de voir là, c'est valable, pour les pensées, mais c'est valable aussi, dans d'autres à mon avis, dans d'autres, endroits de votre vie. Est-ce qu'on peut en discuter pour qu'ils fassent aussi une expérience, transversalisante quoi, sur leur façon d'être au monde? Parce que quand on est très obsessionnel, sur un sujet comme celui-ci, on est souvent très obsessionnel sur d'autres sujets, bien entendu, hein. On a souvent une espèce de tentative ou de thème des tentatives de régulation un peu préféré, dans notre façon, d'aborder le monde. Et donc on a, au fond, quand on fait cette question de consolidation, assez peu de rechutes. En revanche, on a beaucoup de patients qui reviennent, nous, en thérapie, mais mais vraiment pour d'autres problèmes. Et pourquoi ils reviennent pour d'autres problèmes? Alors qu'ils n'ont pas forcément tendance à aller revoir, je sais pas, un thérapeute avec lequel ils ont travaillé, 4 ou 5 ans, c'est parce que, nous, c'est très bref. Pour un problème donné, on est bien d'accord, hein? Pas pour quelque chose de globalisant. Mais donc ça veut dire que très souvent, un thérapeute qui s'installe, avec Palo Alto, au bout de 2 ans, il commence à avoir, le retour, de ces, patients d'il y a 2 ans qui viennent pour un autre problème et c'est en ce sens-là que c'est, assez sécurisant. Alors du coup, ça emmène, pour moi sur une autre question. Un patient qui vient avec, 4 problèmes différents qui le font souffrir.
Tu lui fais coter, quel est celui qui le fait le plus souffrir et sur lequel, il peut changer des choses? Oui, ça et puis aussi parfois le degré d'urgence, parce qu'il y a une urgence parfois dans les problèmes, même si c'est pas le plus, générateur de souffrance, c'est le plus urgent. Hem Et donc en effet, on va prioriser avec le patient et c'est lui qui va décider de ce qui lui semble le plus important à gérer dans un premier temps. OK, et est-ce que ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui revient pour le même problème, il est susceptible d'avoir les mêmes prescriptions? Oui, sinon ça veut dire que, on a complètement, raté le premier virage à 180°. En tout cas, ce sont des tâches qui seront dans le même mouvement. Mais je trouve que ce qui est très intéressant quand, ils reviennent pour rechute, c'est d'analyser avec eux, encore une fois grâce à ces merveilleuses séquences qui sont donc les pépites de la thérapie brève, d'analyser comment a eu lieu la rechute. Mmh. Qu'est-ce Mmh. qu'ils ont fait, en fait, qui fait qu'ils se retrouvent, ici, là, maintenant? Et puis parfois, on a aussi des patients qui reviennent en disant, voilà: «Je reviens pour le même problème parce qu'en fait, ça va toujours pas mieux et tout ça» et en fait, en décodant, on s'aperçoit que c'est pas du tout le même problème. Je me souviens d'une jeune fille qui était, venue pour un deuil, en fait, hein, le deuil de son papa, en l'occurrence, donc c'était vraiment d'une violence extrême. Voilà, elle avait eu, la tâche de en effet, heu, convoquer, sa tristesse. Hem Et puis, quelques mois plus tard, elle revient et elle dit: «Voilà, c'est toujours pour la même chose», sauf qu'en fait, elle était dans quelque chose de complètement différent. C'est qu'elle était, extrêmement angoissée à l'idée de mourir de la même maladie que son père. Mmh. Elle avait fait la même chose alors que c'était pas du tout les mêmes tentatives de régulation qu'elle avait. Donc en fait, vraiment, cette observation, au microscope, de ce qui se passe dans le système interactionnel, ça nous permet de déceler si c'est une rechute ou pas, si c'est que ça a pas été assez consolidé ou si, bien entendu, on n'a pas réussi, notre virage à 180°, ce qui arrive évidemment. OK. Si on reprend, pour Camille, tu l'évoquais tout à l'heure, elle te demande si elle est folle, et en gros, tu lui dis que c'est Nathan qui l'a mise dans ce pétrin. Tu le penses à ce moment-là ou tu le fais pour la déculpabiliser? Ah, je le pense vraiment, c'est-à-dire que je pense que quand, quelqu'un, et malheureusement c'est assez genré au masculin, commence à vouloir contrôler les pensées de quelqu'un d'autre, en lui interdisant de penser à quoi que ce soit, je pense qu'en effet, c'est lui qui crée le problème, au Ah départ. bon, tu crois pas qu'il y a une forme de, alors le mot est mal choisi, mais d'incapacité dans le sens d'absence de compétence à poser un cadre, et à dire au gars: «Bah, tu gentil, mais ce qui se passe dans ma tête, en fait, ça reste dans ma tête»? Je pense ça aussi, mais je pense quand même au départ que cette volonté de contrôle, et cet instinct de propriétaire, qui à un moment donné, voilà, ne supporte pas l'idée, que l'autre personne ait des désirs, intimes, je pense que le comportement problématique, il commence ici, de mon point de vue. Après, en effet, tu as raison que, une jeune fille, soit dans l'incapacité parce qu'elle a toutes ces valeurs-là, parce qu'en plus il la culpabilise à fond, qu'elle soit dans l'incapacité de dire: «Stop». Oui, sans doute, il va falloir l'aider, à faire ça aussi. Mais quand même, au départ, vouloir contrôler, que ce soit les pensées, que ce soit les actes, que ce soit les émotions de quelqu'un d'autre, il est là le comportement problématique. Mmh. Ça me fait penser, je te le dis parce que je trouve que c'est intéressant, je sais pas si tu as des frigos quelque part, mais ça serait intéressant un jour que tu écrives une histoire aussi, enfin dans des histoires, une séance sur, l'emprise. Parce que je trouve qu'il y a, voilà, il y a enfin je sais pas si tu as eu des patients, sous emprise, mais voilà, c'est quoi l'emprise? C'est quoi l'emprise d'ailleurs, avec Palo Alto? Est-ce qu'il y a un regard particulier et cetera? Mais parce que je trouve que ça pose justement cette question de: «Est-ce que vraiment je suis sous emprise ou est-ce que c'est juste que ma construction ne me permet pas d'être autonome ou responsabilisée?» Oui, ma construction ou alors mes émotions, enfin je veux dire, ou tout un contexte qui fait que, voilà, c'est extrêmement complexe, de pouvoir résister à certains moments. Mmh. Est-ce que c'est vrai ce que tu cites de Mère Teresa? Mais oui, Ou c'est ça qui est drôle parce que des fois je dis des choses absolument fausses, comme tu le sais. Mais là vraiment, j'avais lu ça, dans un article, je crois qu'à un moment donné, oui, elle parle de sexualité, de pensées sexuelles qu'elle a eues et même d'actions, je crois, sexuelles qu'elle a eues et je trouvais ça drôle de rendre ce modèle un peu plus humain, un peu moins,
un peu moins, sanctuarisé, en fait, hein, parce Ouais. que, vraiment, sa modalité, à Camille jusque-là et qui fait qu'elle est dans cette situation-là de mon point de vue, c'est vraiment une rigidité très forte avec une volonté de perfection, morale quoi, en fait, hein, qui, est inatteignable et qui donc la plonge dans d'atroces souffrances. Mmh. Je me suis dit que c'était sciemment pour, l'inviter à accepter que nous soyons tous, imparfaits et imparfaites. Mais voilà, il y a de ça aussi. Absolument. Qu'est-ce que tu fais tirer du modèle quand tu lui dis que la prochaine étape, ce sont les pensées qui la réveillent? Là, tu veux lui faire, quelque chose de la peur plus grande ou c'est quoi? Alors, je veux rendre répulsive, ces tentatives de régulation et donc pour ça, il faut que je mette sa peur d'être folle au bon endroit. Et sa peur d'être folle, c'est pas une peur plus grande que je vais créer, je vais mettre cette peur sur les tentatives de régulation. En substance, en lui disant: «Si vous continuez comme ça, les pensées vont être de plus en plus, fortes». Elles sont déjà en train de se dilater, on l'a vu, sur l'échelle des âges, mais elles vont se dilater également maintenant, dans le temps, et venir vous réveiller la nuit là où vous ne pouvez pas les contrôler, puisqu'elles vont chercher le moindre interstice, dans lequel se glisser. OK. Tu lui proposes de convoquer les pensées et en même temps tu lui laisses le choix de ne pas le faire. En quoi c'est important de lui ouvrir la porte et de lui laisser le choix? Moi, en fait, je fais très souvent ça, en fait, hein. C'est-à-dire, que c'est ce qu'on appelle l'alternative stratégique. L'alternative stratégique, dans l'école de Palo Alto, c'est vraiment, heu, quelque chose qu'il faut qu'on ait tous en tête quand on est, dans cette démarche, qui est de dire: notre patient ou notre patiente se retrouve à la fin de la 1re séance ou de la deuxième ou de la troisième, peu importe, heu, elle se retrouve face à un choix entre continuer à faire ce qu'elle faisait jusqu'à présent ou faire exactement l'inverse. C'est ça l'alternative stratégique. C'est Mmh. l'alternative entre le thème des tentatives de régulation et le thème à 180°. Heu pour moi, c'est infiniment responsabilisant de dire: «Vous avez toujours le choix de continuer à faire ce que vous faites, on connaît les risques, ou de faire, exactement, l'inverse et il y a des risques, qu'en plus on ne connaît pas, peut-être que ça va pas du tout fonctionner ou peut-être que» enfin, il y a vraiment le choix entre les 2. Mais mais il y a pas une voie au milieu où tout à coup, ce serait à la fois facile, à la fois pas dangereux, à la fois sans risque, et cetera. Il y a de toute façon toujours des risques, des inconvénients et des renoncements à chacune des 2 voies qui s'offrent à nous quand on est sur une approche à 180°. Tu dramatises un peu? Ça dépend. Quand je sens vraiment une résistance très forte, je dramatise le 180°. Je dis: «Je comprendrais parfaitement que vous n'alliez pas là parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer, voilà, ça pourrait être encore plus horrible et donc je comprendrais vraiment que vous continuez à faire ce que vous faites». Plus la personne résiste, plus je vais dire que le 180° est dangereux. Et j'imagine que dans 9 cas sur 10, du coup, ils prennent. En tout cas, ce qui se passe pour ceux qui sont très résistants, c'est qu'ils disent, «Bah, si je suis là, c'est bien que je veux changer quelque chose», évidemment. Mmh. Mmh. Donc voilà, mais parfois ils prennent pas, hein. Je veux dire, parfois ils disent: «Non, moi c'est pas possible, je peux pas prendre ce risque-là», ce que je comprends parfaitement. Ou parfois ils disent: «Oui, oui» et puis, on constate à la séance d'après qu'ils ne l'ont pas fait. Donc c'est là qu'il faut qu'on aille vraiment chercher les risques en fait, qu'ils imaginent à faire un virage à 180° et qui sont nombreux, hein, bien entendu. Les risques, les renoncements, les inconvénients. Mmh. Alors, je me suis marrée parce que finalement, tu lui prescris de convoquer 150 scènes, porno. Ça m'a fait un peu penser à la gueule de bois quand on a bu trop de whisky, en fait, comme si ça vaccinait, mais je crois que là, c'est pas le cas. Est-ce que, in fine, c'est pour, lui faire prendre aussi conscience de sa capacité à contrôler? C'est-à-dire que si j'arrive à convoquer ces scènes porno, je dois arriver aussi, heu, à les éviter, non? Oui, il y a quelque part ça, mais surtout, moi je pense vraiment que dans ce cas-là, comme dans d'autres, l'idée c'est qu'on peut pas être, allongé et debout à la fois. Et donc à partir du moment où je considère qu'être debout, c'est chasser les pensées, alors je la fais s'allonger, pour plus qu'elle puisse le faire en fait. OK. Et tu lui dis en parallèle que si les pensées, viennent, il faut qu'elle les regarde et je me demandais pourquoi, moi je croyais que c'était ça, on leur disait: «Non, non, revenez à l'heure du rendez-vous, chaque heure». Tu es pas tenté de faire ça?
J'imagine qu'il y a une raison pour laquelle je fais ça, parce qu'en effet, ça dépend. Moi, j'ai vraiment la sensation que, il faut que ces pensées ne soient jamais, en l'occurrence, hein, dans ce cas précis, ne soient jamais, ni postposées, ni évidemment rejetées, et que dans un premier temps, c'est important que, elle décide de leur faire une place dès qu'elles se manifestent. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose à son quotidien puisque c'est 100 de son cérébral pour l'instant, hein. Mmh. OK. Qu'est-ce que, on doit retenir si on est impatient, qu'on est en train de vivre, justement une situation de pensée, un peu obsédante? D'abord, est-ce que pour toi, c'est la même chose, les ruminations et les pensées obsédantes? Non, pas du tout. Pas du tout. Les pensées obsédantes, c'est vraiment des images qui arrivent ou des phrases qui arrivent ou des sons qui arrivent, voilà, alors que les ruminations, il y a quelque chose de plus de l'ordre du dialogue interne, en fait, hein. Heu et donc je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a tous des pensées ultra bizarres, surtout toi, Rebecca. Non, je plaisante. Si, mais tu les connais pas, moi je suis pas venue en cabinet. Non, c'est une blague. Donc on a tous des pensées extrêmement bizarres, mais vraiment, tous à certains moments donnés de notre vie, et il y a 2 types de personnes, en fait. Il y a ceux qui, se disent: «Mais comment ça se fait que je pense ça? Mais à quel moment je pense ça? Mais je suis horrible de penser ça, mais je dois absolument, arrêter de penser ça», et là, bah, ils se retrouvent assez rapidement dans la situation de Camille, et puis il y a ceux qui disent: «Ah ouais, c'est hyper bizarre de penser à ça. Des fois, je suis super chelou», et puis qui passent à autre chose. Mmh. OK, donc autant dire que quand le train passe, et qu'il est un peu, agressif, il vaut mieux le laisser passer en fait et pas se braquer dessus. Oui. OK. Est-ce qu'il y a autre chose, par exemple, que le thérapeute doit retenir de cette histoire, qu'on s'est pas dit, qu'on n'a pas évoqué? Non, vraiment, je crois que le point, sur lequel on a mis le doigt de façon assez précise, c'est cette idée justement d'aller observer dans la boîte noire ce qui se passe précisément, et comme tu l'as très bien dit, pas du tout le contenu des images dont on se fiche en fait, hein, mais quel est le système combatif, à l'intérieur qui, alimente et aggrave le problème. OK. Merci Emmanuel, on en a terminé pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de J'ai un problème. À bientôt. À bientôt.